Bonjour à tous, je suis Pierre du Ciné-Club La Grotte Chaude et aujourd'hui, on plonge dans l'univers fascinant des affiches de films d'horreur. On va s'intéresser plus particulièrement à l'affiche américaine de Freddy, Les Griffes de la Nuit, un poster mythique qui a marqué les esprits et qui cache bien plus de secrets qu'on le croit. Nous sommes en 1984, année où le cinéma d'horreur s'apprête à accueillir un tout nouveau cauchemar. Les Griffes de la Nuit, le premier film de la saga Freddy réalisé par Wes Craven, arrive dans les salles. Mais avant même de plonger dans l'histoire de Freddy Krueger, le fameux tueur défiguré et griffu qui traque ses victimes dans leurs rêves, c'est l'affiche du film qui a capté l'attention des spectateurs. You suffered from night terrors when you were a child? You know, I'd see like the Nightmare on Elm Street poster and it would just creep me out. Not even the whole movie. You know, for like 2 years I was just creeped out by that poster and it's true, scary ass poster. Cette affiche de A Nightmare on Elm Street, peinte par l'artiste Matthew Joseph Peak, est devenue iconique. Une jeune fille, Nancy, est allongée sur son lit, figée de terreur. Ses yeux sont grands ouverts, comme si elle venait de se réveiller d'un cauchemar ou qu'elle n'arrivait pas à s'en sortir. La lumière qui éclaire la scène est étrange, presque aquatique, et semble provenir d'une fenêtre invisible, ajoutant une dimension surnaturelle à l'image. Mais ce n'est pas tout. Au-dessus de Nancy, un cauchemar abstrait se forme. Une créature difforme, composée de dents, de fragments de crâne, de matière cérébrale, plane dans l'obscurité. On distingue des yeux, au moins 3 narines, des morceaux d'os et de cartilage, une vision d'horreur qui semble tout droit sortie de nos pires cauchemars. Et bien sûr, on a cette fameuse main griffue, les lames de Freddy tendues vers Nancy, prêtes à déchirer la frontière entre rêve et réalité, et sensiblement différentes de l'aspect qu'elles ont dans le film. Ici, elles ont l'air vachement plus organiques, un peu comme on les découvrira 10 ans plus tard dans le 7e film, Freddy sort de la nuit. Mais alors, pourquoi cette affiche est-elle si mystérieuse ? Tout d'abord, le choix de ne pas montrer directement Freddy Krueger, mais de le suggérer à travers cette entité cauchemardesque, ajoute une tension clairement palpable. L'artiste qui l'a dessiné, Matthew Peak, a expliqué qu'on lui avait demandé de représenter une fille qui dort avec des monstres dans sa tête, alors que le film n'était même pas encore terminé. Et du coup, sans avoir beaucoup d'éléments sur lesquels se baser, il s'est laissé emporter par son imagination, créant une image qui allait marquer l'histoire du cinéma d'horreur. I just finished art school at the time that the first Nightmare was getting finished. And I had shown an art director my portfolio. And he's like, oh, I don't want to look at it, anything, whatever. I'm like, let me just drop it off. I dropped it off. And a day later, I got a call. He's like, could you do this, like a job? It's some girl sleeping with like monsters in her head. So that was the direction I had, which actually was not directly from the studio or Wes or anything like that. The choice of not depicting Freddy was definitely intentionally from my direction. I had no input from the studio on Freddy, we want to show Freddy, all that stuff. Freddy had not been established yet. So it was the Nightmare on Elm Street and the horror and concept of it. When I looked at it, and I got like some stills and a basic synopsis, but it was the hand and the nightmare that really hit home to me. Mais ce n'est pas la seule bizarrerie de cette affiche. Dans les cheveux éparpillés de Nancy, cachés dans l'obscurité, se trouve une figure encore plus étrange. Un visage humanoïde avec une peau verdâtre et 4 longues dents blanches qui semblent se fondre dans ses mèches de cheveux. Un monstre qui n'apparaît pourtant pas dans le film. Alors d'où vient-il ? Pendant des années, ce détail a laissé les fans perplexes. Et alors forcément, il y a eu des théories et certains y ont vu un hommage à Nosferatu, le cultissime vampire des années 20. Et selon ceux qui défendaient cette théorie, ça avait du sens. Parce que dans une interview, Robert Englund, qui joue Freddy Krueger, a expliqué qu'il s'était partiellement inspiré de l'interprétation de Klaus Kinski du vampire dans le remake de 79, Nosferatu, Fantôme de la nuit. Sauf que cette interview, elle est plutôt récente et qu'il y a peu de chances pour que Robert Englund ait fait cette confession à Matthew Peak à l'époque où il a dessiné l'affiche. Et puis, surtout, maintenant, on sait avec certitude qu'il ne s'agit pas de Nosferatu. Le youtubeur aux commandes de la chaîne Pepper and Light, un passionné d'affiches de films, a été hanté par ce monstre bizarre pendant des années.
Pendant longtemps, il se demandait même si c'était pas ses yeux qui lui jouaient des tours, un peu comme quand on croit reconnaître des personnages quand on regarde des nuages, mais quand une version collector de l'affiche imprimée en 3D est sortie, il a bien vu que cette créature n'était pas le fruit de son imagination. Et se retrouver nez à nez avec le monstre, ça a relancé son obsession. Alors, il a décidé de contacter Matthew Peak pour lui demander de lui en dire plus. Et l'artiste a révélé que ce monstre existait bel et bien, mais dans un tout autre long métrage. En 1984, un autre film fantastique sur l'immersion dans les rêves est sorti. Et là, on parle pas du tout d'un film culte, on parle d'une série B oubliée, intitulée Dreamscape, réalisée par Joseph Ruben, avec Dennis Quaid et l'actrice Kate Capshaw, qui venait tout juste de jouer dans Indiana Jones et le Temple Maudit. Et c'est ce film globalement oublié qui comportait une créature cauchemardesque, avec une grande tête de serpent humanoïde qu'on voit bien sur cette affiche du film, créé par l'artiste renommé Drew Struzan, qui a d'ailleurs également dessiné l'une des affiches du Temple Maudit. Et détail un petit peu marrant après coup, quand Wes Craven cherchait un studio pour produire son premier Freddy, il est allé voir Paramount, et Paramount a refusé en lui disant que son script il ressemblait beaucoup trop à celui de Dreamscape. Et Matthew Peak a confirmé qu'il s'agissait bien d'un hommage au personnage serpent de Dreamscape qu'il a ajouté sur un coup de tête pour représenter des monstres supplémentaires dans l'esprit de Nancy, puisqu'on lui avait demandé de faire un cauchemar. There was another movie that dealt with nightmares, actually not just nightmares, but killing, an assassin, which was Dreamscape. Yeah, there has been some question about whether or not the snake in the poster in the first one was actually the Dreamscape snake. That was actually sort of an intentional thing. I know I just did it. I didn't talk to anybody about it. They didn't say anything about it, and they didn't say, oh, let's change this, but it's kind of one of those things that I thought was kind of cool, and that's how that goes. Et grâce aux idées de Matthew Peak, l'affiche du premier Freddy a marqué les esprits, nous vendant un film peut-être même encore plus fou que ce qu'il est réellement, même si j'aime beaucoup le premier Freddy. Et ce poster, il a eu tellement de succès que New Line a demandé à Matthew Peak de réaliser les visuels des 4 suites directes du premier Freddy, et même de peindre l'illustration de la bande-son du 6e film, Freddy's Dead, The Final Nightmare. Et s'il y en a un qui a dû être fier de lui en particulier, ça doit être son père, Bob Peak, qui était également un célèbre créateur d'affiches de films, et à qui on doit notamment des posters très très cultes des films des sagas Star Trek, James Bond et Superman. Si vous voulez découvrir encore plus d'œuvres de Matthew Peak, je vous invite à checker son site officiel, le lien est dans la description. Malgré le succès des affiches de Matthew aux États-Unis, certains pays ont quand même préféré opter pour leurs propres illustrations pour vendre le film. Par exemple, en Allemagne, Nancy n'a plus vraiment l'air d'une ado. Pour aguicher le spectateur germanique, on lui a donné un air plus mature et on l'a rendue un peu plus plantureuse. Et puis, Freddy n'a plus 4 griffes mais 3, ce qui fait qu'on imagine Nancy plutôt traquée par Wolverine que par Freddy. Même chose en France pour les griffes, mais chez nous, on a zappé Nancy pour se concentrer sur la peur. On a Freddy qui déchire l'affiche au-dessus d'une petite maison isolée, et avec le titre français Les griffes de la nuit, on a plutôt l'impression d'avoir affaire à un film de loup-garou qu'à une histoire de tueur qui sévit dans les cauchemars. L'affiche italienne, quant à elle, recycle la main griffue de Freddy exactement telle qu'elle a été dessinée par Matthew Peak, sauf que l'artiste qui l'a copié, il n'a pas réussi à lui donner l'effet lumineux qu'elle a sur la version originale. Et en dessous de cette main griffue, on a une Nancy qui a plutôt l'air d'être allongée sur une table d'autopsie que dans son lit, et du coup, on se demande si elle est en train de rêver ou si, juste elle est morte. Au Japon, les visuels deviennent un tourbillon de motifs psychédéliques typiques des années 80. C'est pas vraiment du dessin, on est plutôt sur du collage, avec une sorte de patchwork de plein d'images issues du film, et un Freddy qui a l'air d'être passé par une photocopieuse fatiguée. Et puis, en Angleterre, ils ont eu droit à une affiche qui tabasse. Une œuvre d'art au format paysage qui, comme celle de Matthew Peak, se concentre vraiment sur le côté cauchemardesque du film, avec une Nancy plongée dans ses rêves et menacée par Freddy dans une atmosphère globale de pleine lune. Enfin bref, les affiches de cinéma de genre à travers le monde, c'est quand même un très vaste sujet, et je vais pas tout évoquer ici. J'aurais pu vous parler notamment des gros délires italiens et allemands qui renommaient parfois carrément les films pour faire croire qu'ils appartenaient à une autre saga. C'est le cas notamment avec Evil Dead qui devient La Casa et qui compte au moins 6 films depuis les années 80. Et puis j'aurais pu vous parler des affiches ghanéennes complètement zinzin et peintes à la main par des artistes aux visions très particulières capables de changer n'importe quelle comédie en un film gore. Mais vous savez quoi ?
j'ai envie de me focaliser plutôt sur la France. Si vous avez grandi au temps des vidéoclubs, vous savez qu'en France, on a eu droit à nos propres affiches et jaquettes de VHS bien stylées qui nous vendaient souvent des films bien plus spectaculaires que ce qu'on découvrait après avoir inséré la cassette dans le magnétoscope. Et c'est là qu'on en vient à un autre artiste majeur de cette époque, Laurent Melki, connu pour ses affiches françaises de films d'horreur, d'action ou encore des aventures de Belmondo, mais aussi ses couvertures pour les bouquins de Nanarland, ou bien encore de nombreuses couvertures de ouf malades pour les revues Mad Movies et Impact, et même des affiches pour Johnny Hallyday. Et s'il a souvent dessiné Freddy pour des couvertures de magazines, il se trouve que Laurent Melki, il a aussi fait des affiches on ne peut plus officielles pour les sorties françaises des films de la saga. Ma préférée, c'est celle qu'il a fait pour Freddy 3, déjà parce qu'elle est vraiment très stylée, mais surtout parce que je trouve qu'elle retranscrit vraiment bien l'ambiance de la licence, contrairement à l'affiche française du premier film dont il s'était d'ailleurs pas chargé. Dans une interview qu'il a accordée à Vice, Laurent Melki a un peu expliqué les conditions dans lesquelles il travaillait, et bon, on s'en doute, il avait pas internet vu l'époque, il avait souvent très peu de photos qu'on lui donnait, souvent en mauvaise qualité, la plupart du temps, il avait pas vu les films, et figurez-vous que pour l'affiche de Freddy 3, il a carrément donné de sa personne. Avant de bosser sur une affiche, qu'est-ce que tu as comme éléments sur lesquels te baser? Rien, t'as une fiche, t'as le scénario, si possible écrit en serbo-croate, si possible. Donc tu vas sur... Enfin non, à l'époque, il n'y avait pas d'internet, donc il y avait 3 malheureuses photos noires et blancs, avec des pixels, je te raconte pas. Voilà, c'est tout ce que t'avais. Et il n'y avait même pas de film. Et par exemple, dans Freddy 3, si on regarde bien, donc il y a un ado, scotché par des langues visqueuses sur le lit. Ah, et puis le lit tombe, c'est des fantasmes, comme toujours. Et j'avais pas l'ado dans la bonne position. Oh là là, j'ai pris mon argentique de l'époque, avec le déclencheur à distance de 3 mètres. J'étais là, discret sur le lit. Clic, allez, vas-y. Et donc, on me retrouve avec la touffe géante sur le lit, comme ça, en train d'agoniser. Donc voilà, moi je trouve ça ouf parce que cette affiche, j'ai regardé pendant des années sans savoir que le visage du personnage au milieu, c'était celui de l'artiste qui l'a dessiné. Bref, j'adore cet artiste et il a fait vraiment beaucoup de trucs, y compris des pochettes d'albums de rap qui sont vraiment très cool. Et si vous voulez voir ses œuvres, je vous ai mis le lien de son site dans la description et en plus, vous pouvez carrément acheter des affiches dédicacées. Bref, vous l'aurez compris, dans les années 80, les affiches c'était bien plus que des outils marketing. Je trouve que c'était des œuvres d'art réalisées avec passion, parfois dans des conditions très rock'n'roll. Elles nous faisaient peur, elles nous interpellaient, et certaines sont restées gravées dans nos mémoires. D'ailleurs, dites-moi en commentaire s'il y a une affiche de film ou un visuel de VHS ou de DVD qui vous a traumatisé quand vous étiez gamin. Moi, il y en a une qui me faisait grave flipper, mais je sais même pas pourquoi. C'était celle de La créature du cimetière, une adaptation d'une nouvelle de Stephen King où on voyait juste la moitié d'un gros rat. Et je sais pas pourquoi, mais ça me faisait méga flipper et j'osais pas voir le film. Et finalement, je l'ai vu il y a pas très longtemps et en fait, ça va, c'est pas flippant, c'est même plutôt fun. Enfin bref, j'adorerais lire vos histoires parce que je suis sûr qu'on est nombreux à avoir été traumatisés par les affiches de cette époque. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, voire à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et si vous êtes encore là, il est temps pour moi de vous remercier de l'avoir regardé jusqu'au bout et de vous dire à très bientôt, ici ou ailleurs, pour de nouvelles découvertes. C'était vraiment très intéressant.